Un agriculteur de 31 ans tue 14 personnes et en blesse 8 autres à Luxiol dans le Doubs. Parmi les victimes de la tuerie, des membres de sa famille et des gens du village. Tous venus, tous là, la cohorte des chefs d'État étrangers s'installe à Paris pour l'Arche de la Défense et l'Opéra Bastille, les derniers coups de pinceau. Le Nord, à l'aide du Sud, les Occidentaux imaginent un barrage pour rendre moins meurtrières les eaux du Gange au Bangladesh et en Inde. Invité de ce journal, Rajiv Gandhi, le Premier ministre indien, répond à Christine Ockrent. C'est exclusif. La CGT et la Bastille-Renault, manifestation cet après-midi à Paris de soutien avec les 10 du syndicat licenciés par la régie à Billancourt. Tour de France, Fignon reste en jaune après une étape de transition que remporte le néerlandais Mathieu Hermans. Madame, monsieur, bonsoir. Ce soir, la tragédie pour deux villages du Doubs. À Luxiol, un forcené de 31 ans, Christian Dornier, agriculteur, a tué 14 personnes, dont 3 enfants. Il y a une dizaine de blessés. Le meurtrier était connu pour son état dépressif et soigné pour dépression nerveuse. Récit Hervé Brusini. La tragédie s'est donc passée à Luxiol, c'est dans le Doubs. Elle s'est passée dans la journée, elle a été très très rapide. Apparemment donc l'agriculteur de 31 ans est entré dans un état de démence. Le tout a duré 20 minutes. Il s'est emparé d'un fusil. Il a d'abord tiré sur sa famille. Il a tué plusieurs membres de sa famille, notamment des enfants, avant ensuite de prendre sa voiture, de se rendre dans un village. Il a plusieurs balles dans le corps, on le conduit à l'hôpital. C'est Christian Dornier, jeune agriculteur de 31 ans devenu auteur d'un carnage. Début d'après-midi, le village de Luxiol est tout à ses activités. Dornier, lui, s'est emparé de son fusil de chasse. Dans la ferme familiale, il ouvre le feu sur sa mère, sa sœur, 2 morts. Un vétérinaire aussi a été touché. Le père n'est que blessé. Tout ce qui est vivant est une cible pour Dornier. Dans les rues de Luxiol, certains croient à des pétards, mais c'est Dornier qui tire. Des adultes, des enfants aussi s'écroulent. Nicole était là, elle était chez Madame Poulard, un peu plus bas. Elle voit les gosses qui montent, elle lui dit « Ne montez pas les petits, c'est pas des pétards !» Ils n'ont pas écouté, ils sont montés, il a tué à bout devant chez nous. Il a tué 2 chez Robin maintenant. Ma petite nièce s'est fait tuer devant notre porte là. Et puis le voisin il s'est fait tuer dans ses framboisiers à côté de chez nous. Un petit garçon là, il s'est fait tuer là, ouais, sa bicyclette là. Chez Perriard, 3 personnes âgées, elles sont venues au fil l'une derrière l'autre. Il les a tuées, enfin, il y en a une qui est blessée, les 2 autres sont morts. Juste là derrière, le long du chemin, il a tué une personne de Voyant qui s'en allait avec son tracteur de la forge ici. Il l'a tué le long du chemin. Il y en a un cultivateur qui était dans ses betteraves. La même chose. Une petite fille ici vers la Fontaine, la même chose. C'est impensable, c'est affreux. Affreux, la montagne de douleur qu'il va avoir causée. D'une main, Dornier conduit maintenant sa voiture, une Golf. De l'autre, il tire. Encore et encore. À un carrefour, 2 automobilistes sont en attente, devant un stop. Tous 2 sont tués. Mais les gendarmes ont été prévenus. Un de leurs véhicules a croisé la voiture de Dornier. Un second se met en travers de la route, c'est la fusillade. Le capitaine Sarrazin essuie les premiers coups de feu. En tout, 8 personnes sont blessées. Au village, on disait que Dornier était bizarre. Il avait refusé d'assister au mariage de sa sœur samedi dernier. Dornier, paraît-il, se savait malade. Mais pour d'autres... On a du boulot par-dessus la tête. Alors les gens, ils deviennent désespérés. On a trop de travail, on a du boulot par-dessus la tête. Il a une exploitation à reprendre, il peut pas. Alors il fait de la dépression. Dornier a parcouru 10 km. La tragédie a duré moins d'1 quart d'heure. Bilan provisoire, 14 morts. À Luxiol, dans le Doubs. La France et Paris vont faire de 2 monuments le centre du monde. L'Arche de la Défense et l'Opéra de la Bastille accueilleront l'un des plus grands rassemblements de chefs d'État. Après 7 ans d'écueils budgétaires et de polémiques, les grands travaux du président Mitterrand sont fin prêts ou presque. L'Arche de la Défense sera en fait inaugurée le 18 juillet et ouverte au public le 1er août, mais elle accueille en avant-première un sommet des industrialisés, samedi et dimanche, qui mobilise plus de 6000 journalistes et techniciens. Vous imaginez ce que peut être l'agitation des dernières minutes dans les 35 étages et les 110 mètres de haut de l'Arche. Tout semble prêt, même si, ici ou là, il manque encore un peu de peinture. Stéphane Magnier. Regardez, en bas à gauche de votre écran, la minuscule tache qui bouge, c'est un homme en train de gravir les marches de l'édifice.
monumental, comme l'Arc de Triomphe auquel il fait face et comme l'a voulu son instigateur, François Mitterrand. 112 mètres de haut, 6 ans pour le bâtir et 2,6 milliards de francs. Ces 35 étages abriteront en octobre le ministère de l'Équipement, mais dès le 1er août, le public pourra monter jusqu'à ces terrasses en utilisant des ascenseurs aux parois transparentes, moyennant 30 francs. Voici son sanctuaire, le centre de conférence, auquel pourront accéder gratuitement dès demain les 6000 journalistes venus du monde entier. La grande salle de réunion du sommet des 7 pays riches. Les délégations seront reliées en permanence à leur capitale. La table centrale en marbre pèse 9 tonnes. À l'étage inférieur, le bureau privé de François Mitterrand. Chaque chef d'État ou de gouvernement disposera ainsi d'un appartement mis à sa disposition. Grandiloquence, un peu austère, rehaussée par les nombreuses œuvres d'art prêtées par les musées nationaux. Mais en dessous de la splendeur se cache la fourmilière, les 50 chaînes de télévision qui s'installent provisoirement dans les étages, les 100 km de câbles, les 5 satellites de communication mobilisés pour l'événement et les milliers de cartes d'accréditation. Technologie déshumanisée, pas complètement, écoutez. Et moi alors, vous savez, si je m'occupe de vous, c'est que vraiment j'ai mal au cœur de vous voir comme ça. Un peu de sollicitude pour mettre du baume au cœur de ceux qui ont perdu quelques heures dans le rodage de la machine. La destinée de l'Arche s'inscrit, elle, dans la durée. Et c'est à 19 h demain que les premières notes retentiront dans la grande salle de l'Opéra à Bastille. Ce sera la valse du Faust de Gounod. La cérémonie sera d'ailleurs retransmise à 20 h 30 sur Antenne 2. Beaucoup d'agitation là aussi. Dans le contexte, il y a bien sûr un confort d'écoute optimal, mais aussi une architecture contestée. Jean Pézieux, Noël Alexandre. L'Opéra Bastille. Avant d'être inauguré, le bâtiment qui alimenta bien des polémiques est déjà un haut lieu des touristes parisiens. Mais demain, l'Opéra Bastille va montrer ce qu'il est vraiment, un outil de spectacle. Le nouvel opéra, de droite à gauche, rassemble une grande salle, une salle modulable et des ateliers. L'Opéra Bastille a un atout précieux pour le public. Il est très bien desservi par plusieurs lignes de train et de métro. Un escalier monumental, symbole de l'opéra, permet l'accès direct à la salle pour ceux qui ont leur billet. Les autres passeront par l'entrée centrale. Les places seront moins chères qu'à Garnier, à partir de 150 francs, et vous pourrez les visualiser sur écran avant ou non de les accepter. La rue, la lumière qui pénètre partout, quel changement avec le Palais Garnier. Plusieurs modifications ont été apportées sur les balcons dans la grande salle pour améliorer l'acoustique. Grâce à l'absence de piliers, on voit bien de toutes les places. Il y en a 2700. À Garnier, on comptait 500 places aveugles. La faculté d'adaptation est l'atout numéro 1 de l'Opéra Bastille. La fosse d'orchestre, par exemple, peut passer en quelques minutes d'une formation wagnérienne à une petite jouant Mozart. 20 mètres sous le sol, des espaces dignes d'une cathédrale. C'est là qu'on prépare les podiums, il y en a 9 qui composent chaque plateau. Des chariots les amènent sous la scène principale où ils sont mis en place par des élévateurs. Après le spectacle, les chariots ramènent les décors vers les scènes de stockage. Tous ces mouvements en quelques heures, ils demandaient plusieurs jours à l'Opéra Garnier. Hop, je suis ici dans un podium secondaire qui a un dénivellement de 3,50 m. Par exemple, ici, c'est le sol, et là, c'est le plafond. Et dans le plafond sont incorporées les 4 trappes d'apparition. Et moi-même, je peux venir ici, un élément de base de décor. C'est-à-dire, c'est pas des gadgets, c'est une nécessité technique. Ces artistes répètent la nuit d'avant le jour. Le premier spectacle joué demain soir à l'Opéra Bastille. Le 20 juillet, les spectacles s'arrêteront et les travaux reprendront fin dans 2 ans. La première saison commencera en février 90 avec 6 mois de retard. On saura alors si le pari d'un opéra du 21e siècle à la Bastille peut ou non être gagné. Parfois, on utilise l'expression « ballet diplomatique ». Elle ne se justifie jamais autant que ce soir, alors que de tous les coins du monde, chefs d'État et de gouvernement rallient la célébration du bicentenaire. Côté pile, il y a la fête, bien sûr, mais côté face, il y a aussi des riches et des pauvres. Véronique Tavot. La dette du tiers-monde, le dialogue nord-sud, ils sont avant tout là pour cela. Rajiv Gandhi, tout comme les 28 autres représentants des pays les moins riches, parlera de la dette. Le Premier ministre indien est arrivé tout à l'heure, à 18 h à Orly, dès ce soir, premier dîner de travail à l'Elysée. La dette, la crise économique brésilienne, 900% d'inflation l'an dernier. José Sarney, arrivé ce matin, va également largement l'évoquer. Une délégation restreinte, par mesure d'économie, accompagne le président brésilien.
Même préoccupation pour Hossein Mohamed Ershad, le président du Bangladesh, l'un des pays les plus pauvres du monde. Arrivé ce matin, il a été reçu en fin d'après-midi à l'Elysée par François Mitterrand. Allègement de la dette, accord de coopération, deux enjeux du voyage à Paris de Corazon Aquino. Une journée remplie, un agenda chargé pour la présidente philippine. Rencontre avec Michel Rocard en début d'après-midi et plaidoyer en faveur de l'économie philippine devant les représentants du patronat français. Un objectif, attirer les investissements, un message entendu. Les Philippines, c'est un marché, c'est une chose, et un marché avec énormément de potentiel sur lequel il faut être, mais c'est surtout une base de production à partir de laquelle on peut rayonner tout autour. C'est ça l'intérêt, un des intérêts des Philippines. Pays riches, pays pauvres, ensemble, pendant 2 jours, le Congo, le Niger, aux côtés du Japon, des États-Unis, des rencontres sur fond de bicentenaire, de révolution. Mais pour de nombreux pays pauvres, les Bastilles sont toujours à prendre. Dans un instant, donc, interview de Rajiv Gandhi, mais évoquons d'abord un revers de la médaille. Derrière ces cortèges officiels, on commence sérieusement à s'énerver dans les rues de Paris. Je vous rappelle que vous avez à votre disposition tous les renseignements sur les possibilités et de circulation et de stationnement avec le numéro vert 05 00 53 06, mais également en appelant votre Minitel 36 15 code A2. Exemple de désagrément, se faire enlever la voiture par la fourrière dans les périmètres interdits. Bruno Gex, Georges Ansen. Bien, du joli boulot, hein. Vous voyez, regardez le ticket là. J'ai payé mon stationnement, la ville de Paris fait payer des stationnements et enlève les voitures quand même. J'avais ma vitesse, je ne sais même pas si ma boîte de vitesse n'est pas foutue en l'air. Hein? C'est là que tous les véhicules indésirables de Paris se retrouvent, place du château de Vincennes. Toutes les 5 minutes, un camion de la Fourrière y dépose une voiture en infraction. Selon la préfecture de Paris, les riverains sont prévenus, ils n'ont qu'à bien se tenir. Elles viennent d'où ces voitures? Celle-là, rue de Grenelle. Et vous en avez transporté beaucoup depuis ce matin? Ce matin, c'est pas la 17e. Apparemment, ce message de la préfecture n'a pas été reçu 5 sur 5. Selon certains automobilistes, les panneaux d'interdiction de stationnement ne sont pas visibles, parfois même inexistants. Il n'y a pas de barrière, il n'y avait rien qui indiquait. Il y avait juste les places payantes d'habitude. Il y avait autant de voitures que d'habitude garées, donc je me suis garée aussi. Et voilà, j'avais plus de voiture. À l'intérieur de ce taxi, une autre victime de l'enlèvement demandé. Ce Parisien va tourner 3 fois autour du parking avant de trouver son véhicule. La course Paris-Vincennes lui a coûté 75 francs. Il se demande encore qui va le rembourser. C'est-à-dire on ne paye pas de contravention, c'est quand même l'essentiel. La grogne des Parisiens est un exemple des critiques que soulève la célébration de ce bicentenaire. Il y en a d'autres. Les ténors de l'opposition, bien que tous invités en tant qu'élus du peuple, bouderont la Marseillaise, le défilé de Jean-Paul Goude vendredi soir. Alain Juppé du RPR parle de folie des grandeurs et du goût du luxe de M. Mitterrand. Dans l'entourage de Raymond Barre, absent lui aussi, on fait cependant savoir que l'ancien Premier ministre ne s'associe pas aux critiques excessives et que la commémoration doit être à la hauteur. La question qui reste, combien ça coûte? Christophe Martet. C'est le spectacle le plus attendu du bicentenaire, le plus mystérieux aussi. Une seule chose est connue, son coût. Le budget du défilé de Jean-Paul Goude est de 98,5 millions de francs. Folie des grandeurs pour les uns. C'est selon ses organisateurs un formidable tremplin. On est là pour faire une vitrine de la France. Hein. Moi, mon travail, je suis producteur de films, avant tout, et de films publicitaires aussi. C'est de faire, quand je fais des films, des bons films. Et là, on m'a proposé ce spectacle à produire. On va mettre toute la gomme, parce que je pense qu'on peut en tirer plein de bénéfices pour la France. Pour le bicentenaire et l'ensemble des manifestations, l'État et la ville de Paris ont investi 430 millions de francs, selon Matignon. Les Australiens en avaient dépensé 2 fois plus pour célébrer leurs 200 ans d'existence. Et déjà, les retombées sont palpables. Il y a les retombées en devises. Pour parler du plus matériel, on attend 1 milliard de rentrées supplémentaires pour la seule quinzaine de juillet. Puis surtout, il y a l'ensemble des retombées culturelles, politiques, tout autour du monde. C'eût été vraiment indigne de la France que nous fassions les choses de façon misérable. Le monde en aurait été stupéfait. Stylos, bières, gadgets en tout genre, 100 entreprises ont acquis les droits d'utilisation du logo du bicentenaire et certaines, comme la Société des Vins de France, ont vu leurs ventes décuplées.
celles pour lesquelles ça a été davantage bénéfique sont les PMI-PME qui ont acquis une notoriété tant en France qu'à l'étranger beaucoup plus grande que ça ne l'était auparavant et qui ont, grâce au bicentenaire et au logo officiel, pu pénétrer des marchés réputés difficiles ou imprenables comme le Japon, entre autres, et voire parfois les États-Unis. L'argent du bicentenaire au centre d'une polémique, on en fait trop ou pas assez, cela rappelle les batailles lors des célébrations du centenaire de la Révolution. À l'époque, on avait critiqué l'ampleur des dépenses, notamment pour la construction de la Tour Eiffel, qui oserait aujourd'hui remettre en cause cet investissement. François Mitterrand, dans une interview à paraître dans l'Express, publiée d'ailleurs en 4 langues, déclare que la liberté et la démocratie exigent un effort permanent. Le chef de l'État conclut: « Je suis un homme libre, je n'ai besoin de plaire à personne, j'ai seulement l'amour de la France, de son histoire et de son message. » La CGT a placé sa manifestation de soutien aux 10 de Billancourt cet après-midi sous le signe du bicentenaire et des droits de l'homme. Avant le défilé, la CGT a fait un geste, les 10 suspendent l'occupation de leur poste de travail à Renaud-Billancourt. Maryse Manot a suivi le cortège. Derrière cette montagne de caméras et de micros, quelques-uns des 10 de Renault. De cette mêlée sort la première parole d'apaisement. Les 10 n'occuperont plus leur poste de travail comme ils le font depuis 9 semaines. Cela pour faciliter la négociation. Les 10 soufflent le chaud, mais auprès d'eux, en tête de cortège, Louis Vianney souffle le froid. Il attend beaucoup de la nomination du médiateur. Si cette nomination a un sens, elle doit conduire rapidement à des propositions pour la réintégration. Dans le cas contraire, le gouvernement prendrait la responsabilité d'aggraver le conflit. En effet, le succès éventuel de cette mission dépend, avant toute autre considération, de l'étendue du champ et du mandat fixé par le président de la République et le gouvernement au médiateur. La cible de la CGT, c'est le gouvernement et François Mitterrand lui-même. Cette manifestation voulait dérouler ses calicots sous les fenêtres de l'Élysée. Elle s'est arrêtée à la Madeleine, où la police avait mis en place le dispositif des grands jours. En queue de cortège, les balayeuses effaçaient toute trace de manifestation pour laisser place nette au chef d'État en visite à Paris. Construire des digues pour rendre moins meurtrières les eaux du Gange, du Brahmapoutre ou du Meghna, les grands fleuves qui irriguent l'Inde et le Bangladesh, c'est peut-être l'une des idées françaises qui sera retenue par les 7 à l'occasion du sommet des industrialisés. Une illustration concrète de la coopération Nord-Sud. Françoise Joly et Roger Motte rentrent du Bangladesh où ils ont vu les ravages que pouvait causer la mousson. L'attente a duré plusieurs semaines. Il y a un mois, pour que la pluie arrive enfin, le pays tout entier a prié Allah. Depuis, la mousson est là, comme à chaque saison, pour nourrir la terre, mais aussi pour la dévorer. Le Brahmapoutre, un des plus grands fleuves au monde, sur sa berge, Sirajganj, une ville en perdition. De sa gare, il ne reste rien, disparu quelque part, au milieu du courant d'un fleuve qui divague, se déplace parfois de plus d'1 kilomètre en période de crue. Et chaque jour, les eaux du Brahmapoutre rongent irrémédiablement un peu plus de terre. Beaucoup de bâtiments administratifs, comme le palais de justice, la gare, des écoles, sont maintenant au fond du fleuve. Abdelkarim, lui, a tout perdu. L'an dernier, les inondations ont recouvert 60% du pays. Elles ont emporté sa maison, comme les 50 autres de son village. Il y a 8 ans, elles ont englouti sa terre. Aujourd'hui, Abdelkarim, pour survivre, travaille dans une fabrique et jeûne quand il n'y a pas assez de riz pour nourrir sa famille. Alors l'espoir, ces blocs de terre, acheminés chaque jour par milliers au bord du Brahmapoutre, ils renforcent la digue qui protège la ville, les villages. Mais surtout, ils tentent de contenir le fleuve dans son lit.
Car c'est bien là tout l'enjeu de la lutte contre les inondations au Bangladesh. Ils sont trois parmi les plus grands fleuves au monde à se rejoindre, se répandre sur ce territoire grand comme la moitié de la France. 3 fleuves qu'il faut tenter de dompter, l'objet de l'étude financée par le gouvernement français. Nous avons décidé, après l'étude française, que les inondations du Gange, du Brahmapoutre et de la Meghna seraient canalisées par des digues construites le long de ces fleuves. D'autres canaux permettront à l'eau de se déverser directement dans la mer pour limiter les risques d'inondation dans le pays. Construire plus de 3000 km de digues avec les moyens du bord. Avec de la terre récupérée partout là où il y en a encore. Avec de la brique cassée, pulvérisée pour remplacer des pierres qui font cruellement défaut. Avec des centaines, des milliers d'hommes chargés de ces travaux d'Hercule. Une des plus grandes réalisations depuis le canal de Suez, environ 7 milliards de dollars et 25 ans de travaux. Moniruzzaman Miah, lui, doute du projet français. Car construire des digues parfois à 5 ou 6 km de la berge du Gange ou du Brahmapoutre, c'est noyer une bande de terre où vivent des millions de personnes. Les gens qui habitent entre la digue et le bord de la rivière, ils font des coupures dans les digues chaque année parce que le taux de l'eau dans cette partie du pays augmente beaucoup plus que normalement. À force de calamités, le Bangladesh est devenu la vitrine de la générosité occidentale, peut-être aussi le plus fabuleux chantier de ces prochaines années pour des entreprises françaises ou étrangères, peut-être le ciment d'un régime autoritaire, celui du général Ershad, au pouvoir depuis 7 ans. 2 autres informations sur ce dossier ce soir. Il faut noter que plusieurs organisations internationales de protection de l'environnement s'inquiètent dans un communiqué des conséquences écologiques, notamment une éventuelle désertification que pourraient avoir ces grands projets. Et puis la CGE Alstom qui annonce un autre projet d'un montant global de près de 4 milliards de francs pour la construction d'un barrage et d'une centrale hydroélectrique en Inde. Dialogue Nord-Sud, Tiers-Monde, voilà 2 thèmes abordés dans l'interview exclusive que nous vous proposons maintenant. Invité de Christine O'Krent, Rajiv Gandhi. L'entretien a eu lieu il y a quelques jours, avant que le Premier ministre indien ne parte pour Paris. Exclusif. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Vous venez à Paris pour les fêtes de la Révolution. Elle coïncide avec le sommet des pays les plus riches. En tant que dirigeant de l'un des grands pays de l'autre monde, le monde pauvre, est-ce que cela vous choque? Même aujourd'hui, nous pouvons tirer certaines leçons de la Révolution française. Elle a été la première vraie révolution, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était les pauvres, les opprimés, les exploités qui se battaient pour leurs droits contre les dirigeants de l'époque. La monarchie qui ne se rendait absolument pas compte de ce qui se passait ailleurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'exploitation existe encore. Les pays riches continuent de bénéficier d'un flux de richesses en leur faveur en provenance des pays pauvres. Justement, sous l'impulsion française, le sommet de Paris va examiner à nouveau le problème de la dette des pays pauvres. Vous pensez qu'on va pouvoir trouver une solution? Oui, tout à fait. Nous sommes très reconnaissants pour toute l'aide dont nous avons bénéficié. Nous-mêmes, nous n'aurions pu connaître le développement sans toute cette aide, mais une fois qu'on est pris au piège de la dette, c'est un engrenage. Et d'une certaine manière, on perd son indépendance. L'environnement, l'écologie sont des problèmes de plus en plus importants dans notre partie du monde. Pour vous, ce sont des problèmes de riches? Non, pas du tout. Nous avons été parmi ceux qui se sont le plus préoccupés de l'environnement. Personnellement, j'ai été très actif. Ainsi, dans notre pays, nous avons adopté de nombreuses mesures pour protéger l'environnement. Nous considérons qu'il s'agit d'un danger bien réel et ce danger se pose à l'ensemble des pays du monde. Justement, Monsieur le Premier ministre, dans votre partie du monde, il y a souvent des calamités naturelles. Je pense particulièrement aux inondations qui affectent le Bangladesh. Que pensez-vous de l'effort français pour promouvoir une forme de coopération internationale sur ce problème?
Nous ne sommes pas opposés au travail qui est effectué au Bangladesh. Mais nous pensons tout de même qu'il faudrait davantage de coordination entre nos deux gouvernements. Et cela pour garantir que les mesures de lutte contre les inondations que nous adoptons ici, en Inde, en amont du Bangladesh, et les mesures prises au Bangladesh même puissent se compléter. Vous allez fêter avec nous le 14 juillet. Dans quel esprit? L'Inde et la France sont deux pays extrêmement indépendants, attachés à leur indépendance, et qui n'ont pas l'intention de laisser d'autres pays la remettre en cause de quelque façon que ce soit. J'estime qu'il s'agit là d'un message que nos deux pays peuvent adresser au monde. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Merci Christine. Un chef d'État par jour, demain Christine O'Krent s'entretient avec Helmut Kohl et vendredi 14 juillet dans les journaux de 13h de TF1 et d'Antenne 2, Gérard Carrérou et Claude Sérillon interrogeront François Mitterrand. George Bush a reçu un drôle de cadeau en Hongrie. C'est un morceau du rideau de fer. En fait, un morceau de la barrière de barbelés qui séparait la Hongrie et l'Autriche. C'est tout simplement superbe, a dit le président américain, qui annonce par ailleurs une assistance économique à la Hongrie. Un fonds de 160 millions de francs servira à soutenir le secteur privé en Hongrie. Une condition est mise pour son octroi, que Budapest ne mette plus d'entrave à l'immigration. Promis, a dit Budapest. Pour ne pas oublier la Chine, une réplique de la Statue de la Liberté qui avait été élevée place Tiananmen, une réplique donc a été érigée tout à l'heure au parc de la Villette à Paris. À Pékin, dans le même temps, les autorités parlent de mansuétude pour les contestataires. Jérôme Bonny. Sorti de l'ombre de l'un des leaders du mouvement étudiant chinois, Vuer Kaishi, réfugié en France dans la clandestinité depuis plusieurs jours. Il est apparu en public pour la première fois depuis la répression du printemps de Pékin pour l'inauguration de cette réplique parisienne de la fameuse déesse de la démocratie, érigée par les étudiants place Tiananmen, abattue par les chars dans la nuit du 3 au 4 juin. Ambiance plus détendue à Paris qu'à Pékin. Même aujourd'hui, nous pouvons tirer certaines leçons de la Révolution française. Elle a été la première vraie révolution, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'était les pauvres, les opprimés, les exploités qui se battaient pour leurs droits contre les dirigeants de l'époque. La monarchie qui ne se rendait absolument pas compte de ce qui se passait ailleurs. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'exploitation existe encore. Les pays riches continuent de bénéficier d'un flux de richesses en leur faveur en provenance des pays pauvres. Justement, sous l'impulsion française, le sommet de Paris va examiner à nouveau le problème de la dette des pays pauvres. Vous pensez qu'on va pouvoir trouver une solution ? Oui, tout à fait. Nous sommes très reconnaissants pour toute l'aide dont nous avons bénéficié. Nous-mêmes, nous n'aurions pu connaître le développement sans toute cette aide, mais une fois qu'on est pris au piège de la dette, c'est un engrenage. Et d'une certaine manière, on perd son indépendance. L'environnement, l'écologie sont des problèmes de plus en plus importants dans notre partie du monde. Pour vous, ce sont des problèmes de riches ? Non, pas du tout. Nous avons été parmi ceux qui se sont le plus préoccupés de l'environnement. Personnellement, j'ai été très actif. Ainsi, dans notre pays, nous avons adopté de nombreuses mesures pour protéger l'environnement. Nous considérons qu'il s'agit d'un danger bien réel et ce danger se pose à l'ensemble des pays du monde. Justement, Monsieur le Premier ministre, dans votre partie du monde, il y a souvent des calamités naturelles. Je pense particulièrement aux inondations qui affectent le Bangladesh. Que pensez-vous de l'effort français pour promouvoir une forme de coopération internationale sur ce problème? Nous ne sommes pas opposés au travail qui est effectué au Bangladesh. Mais nous pensons tout de même qu'il faudrait davantage de coordination entre nos deux gouvernements. Et cela pour garantir que les mesures de lutte contre les inondations que nous adoptons ici, en Inde, en amont du Bangladesh, et les mesures prises au Bangladesh même puissent se compléter. Vous allez fêter avec nous le 14 juillet. Dans quel esprit? L'Inde et la France sont deux pays extrêmement indépendants, attachés à leur indépendance,
et qui n'ont pas l'intention de laisser d'autres pays la remettre en cause de quelque façon que ce soit, j'estime qu'il s'agit là d'un message que nos deux pays peuvent adresser au monde. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Merci Christine. Un chef d'État par jour, demain Christine O'Krent s'entretient avec Helmut Kohl et vendredi 14 juillet dans les journaux de 13h de TF1 et d'Antenne 2, Gérard Carrérou et Claude Sérillon interrogeront François Mitterrand. George Bush a reçu un drôle de cadeau en Hongrie. C'est un morceau du rideau de fer. En fait, un morceau de la barrière de barbelés qui séparait la Hongrie et l'Autriche. C'est tout simplement superbe, a dit le président américain, qui annonce par ailleurs une assistance économique à la Hongrie. Un fonds de 160 millions de francs servira à soutenir le secteur privé en Hongrie. Une condition est mise pour son octroi, que Budapest ne mette plus d'entrave à l'immigration. Promis, a dit Budapest. Pour ne pas oublier la Chine, une réplique de la Statue de la Liberté qui avait été élevée place Tiananmen, une réplique donc a été érigée tout à l'heure au parc de la Villette à Paris. À Pékin, dans le même temps, les autorités parlent de mansuétude pour les contestataires. Jérôme Bonny. Sorti de l'ombre de l'un des leaders du mouvement étudiant chinois, Wu Erkaichi, réfugié en France dans la clandestinité depuis plusieurs jours. Il est apparu en public pour la première fois depuis la répression du printemps de Pékin pour l'inauguration de cette réplique parisienne de la fameuse déesse de la démocratie, érigée par les étudiants place Tiananmen, abattue par les chars dans la nuit du 3 au 4 juin. Ambiance plus détendue à Paris qu'à Pékin, même si de toutes les fibres de son corps, Wu Erkaichi reste concentré sur la poursuite de la lutte. La dictature peut détruire une statue, proclame-t-il, mais pas un vaste mouvement pour la liberté. Ces étudiants viennent d'apprendre que leur Premier ministre Li Peng s'est engagé à ne pas exercer de représailles contre les Chinois à l'étranger, trompés, selon lui, par la presse occidentale. Ceux qui encadraient Wu Erkaichi lors de cette conférence de presse sont eux activement recherchés par la police chinoise. Ils ont rédigé une lettre qu'ils vont remettre aux chefs d'État et de gouvernement invités aux fêtes du bicentenaire. Cette journée parisienne de la contestation chinoise s'est terminée sous le signe de l'œcuménisme politique, avec l'inauguration de la Maison chinoise de la démocratie, destinée à accueillir des étudiants chinois dans l'ancienne boutique Rive Gauche de Saint-Laurent, l'une des rares sociétés françaises ayant suspendu toute activité en Chine après les événements. D'autres nouvelles de l'étranger avec, malgré la belle assurance de Margaret Thatcher hier soir, ici même dans ce journal, la détérioration du climat social en Angleterre. Éric Perrin. Rupture des négociations à Londres entre les syndicats de chemin de fer et la direction de British Rail. Les cheminots britanniques et les employés du métro débrayent un jour par semaine depuis 2 mois. Plusieurs milliers de dockers ont par ailleurs entamé une grève nationale pour protester contre la suppression de leur monopole d'embauche. Retour fracassant du financier franco-britannique Jimmy Goldsmith. Avec 2 banquiers, il vient de lancer une OPA de 135 milliards de francs, record européen, sur le géant anglais du tabac et de l'assurance BAT. La bourse de Londres a atteint des sommets à la suite de cette annonce. Les dirigeants de BAT ont immédiatement rejeté cette offre publique d'achat, Jimmy Goldsmith n'ayant pas caché ses intentions, en cas de victoire, de revendre la plus grande partie des actifs de la holding. Fidel Castro rejette les appels à la clémence en faveur des officiers condamnés à mort pour trafic de drogue et haute trahison. Dans un discours télévisé de 3h45, le chef d'État cubain s'est montré ferme à ce sujet, invoquant à plusieurs reprises la raison d'État. Fidel Castro a par ailleurs ouvert la porte à une coopération avec les États-Unis pour lutter contre le trafic de drogue. Dans la Loire, toujours aucune trace du gendarme enlevé hier par 3 malfaiteurs après un accrochage sur un chemin départemental. Les malfrats pourraient être des détenus évadés. Plus près de 400 gendarmes sur place continuent de patrouiller dans le secteur. Ils avaient retrouvé ce matin la voiture volée, utilisée par les malfaiteurs, dans la fusillade avant de s'enfuir et de prendre un otage. Ces mêmes malfaiteurs avaient blessé un gendarme. 9 indépendantistes guadeloupéens et 3 nationalistes corses ont été libérés aujourd'hui. La loi d'amnistie a été promulguée ce matin au journal officiel. Parmi eux, Luc Renet, le chef présumé de l'Alliance révolutionnaire Caraïbe, dissoute, à sa sortie de prison à la santé. Il a répondu à Rémi Roche sur le thème « Le combat continue dans un contexte plus favorable ». Cette année 1989 est l'occasion rêvée pour que le gouvernement de M. Oukar ainsi que le président de la République prennent une initiative historique pour justement amorcer une décolonisation concrète.
C'est-à-dire que nous ne voulons pas d'un dialogue qui soit juste du bavardage, mais un dialogue qui puisse déboucher sur, disons, un changement d'orientation réelle, à savoir changer le dispositif économique, social et politique qui est actuellement en cours en Guadeloupe. Nous sommes des éléments colonisés d'une société colonisée. La violence n'est pas le fait du colonisé, c'est le fait du colonisateur. Votre président de la République aussi a écrit que la violence, elle est le fait du colonisateur et qu'elle doit être chassée par la violence. C'est pas moi qui le dis. Nous sommes indépendantistes, nous l'avons été hier, nous le sommes aujourd'hui, nous le serons jusqu'à ce que la Guadeloupe soit décolonisée. En bref, encore une indemnité moyenne de 325 000 francs pour les hémophiles français contaminés par le sida. Elle sera versée par l'État et les compagnies d'assurance des centres de transfusion. Une aide exceptionnelle de 10 millions de francs a été débloquée par le gouvernement pour les sinistrés de la tempête du 6 juillet dernier en Dordogne, en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Enfin, le dépôt de bilan pour le Printemps de Bourges. C'est un festival qui, depuis 1977, défend l'expression française. Les caisses sont vides, mais le prochain Printemps de Bourges aura quand même lieu. Le sport avec le Tour de France. Après les Pyrénées, avant les Alpes, une étape de transition pour les coureurs du Tour. Aujourd'hui, entre Luchon et Blagnac, une étape qui a été remportée par le néerlandais Mathieu Hermans. Laurent Fignon conserve son maillot jaune et vous avez vu que cette étape a connu de nombreuses chutes. Chez les dames, c'est la Hollandaise Monique Nol, la championne olympique, qui remporte au sprint la première étape et endosse le maillot jaune. Un ballon derrière moi, il y a du football et les tirages du premier tour des Coupes d'Europe de football. Elles sont favorables au club français. En Coupe des Coupes, Monaco sera opposé au Portugais de Bellemensen. Match retour à Monaco, c'est un avantage. En Coupe des clubs champions, Marseille rencontrera Brøndby, Danemark, quart de finaliste en 87. UEFA, 3 rencontres a priori faciles pour Sochaux face aux Luxembourgeois du Jeunesse d'Esch qui n'ont jamais passé le premier tour. Le PSG sera face aux Finlandais de Lahti. Les matchs auront lieu les 13 et 27 septembre prochains. Vous voyez. Jazz à Nice, le festival accueillait en 1974, lors de sa création, 15 000 spectateurs. Il y en avait 150 000 l'an dernier. La grande parade de Nice est devenue le rendez-vous des géants, de Hampton à Hancock, de Miles Davis à George Benson. Jean-Jacques Dufour. Au début des années 50 et pendant 10 ans, Herman Léonard, qui inspecte ici son exposition lors d'un passage à Arles, a photographié les plus grands noms du jazz. Ses photos sont parmi les plus belles et ses admirateurs très nombreux. Son style, l'éclairage à contre-jour. C'est pas quelqu'un qui a gagné de l'argent avec ses images au départ, c'est quelqu'un qui a vécu sa création parce qu'il aimait ce qu'il faisait, il avait la passion de ce qu'il faisait. Il a l'amour de ce qu'il a vécu. Le jazz, Léonard l'a découvert avec Nat King Cole et son trio. J'ai trouvé que sa musique était une musique très gaie, très heureuse. Beaucoup de joie dans la musique, et ça me plaisait beaucoup. J'en avais assez de Beethoven et Bach, qui étaient trop compliqués pour ma tête à l'époque. Et je voulais bouger un petit peu. À l'époque, en 50, la 52e rue grouillait de pointures musicales. Vous passez à Art Tatum, à Art Blakey, à Dexter Gordon, à Charlie Parker, Dizzy Gillespie, une après l'autre, la même nuit. Et ça, c'était assez extraordinaire. Résultat, une fabuleuse galerie de portraits qui, après être restée plus de 20 ans dans des cartons, est aujourd'hui une expo itinérante. Léonard a toujours exploité la joie, les émotions positives, il a voulu exprimer la vérité en termes de bonheur. Pour les amateurs de jazz, de la joie, il y en a en ce moment dans les arènes de Cimier à Nice, tous les soirs de 6h à minuit et jusqu'au 18 juillet, ça swing. Il y a des pronostics de Pierrette Bresse, donc il y a un tiercé demain en Gain dans le prix du Palais Bourbon, 17 partants, voici les pronostics de Pierrette, le 6, le 9, le 5, le 3, le 17, le 2, le 8 et le 14. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo et Laurent Cabrol. Dernier journal avec Henri Sagnier. Demain, dans Télématin, Gérard Morin reçoit pour les 4 vérités Pierre-Jean Rémy, l'écrivain qui vient d'écrire un livre sur l'opéra Bastille. Bastille, rêver un opéra. C'est le titre de ce livre. C'est demain matin à 7h45 dans Télématin. À demain, 20h. Excellente soirée à tous sur Antenne 2.